tous. Fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui concernant le jeu actif en petite enfance. Je vais procéder en fait à une brève présentation là, de mon contenu et après on file. Ma présentation, en fait, se traduit sur deux blocs, c'est-à-dire qu'on va se faire une mise en contexte sur les saines habitudes de vie ici au Québec en petite enfance une mise en contexte aussi autour justement du jeu actif des jeunes enfants. Et la dernière partie de la présentation, ça va porter sur des initiatives intéressantes, porteuses, des projets qui sont en cours pour soutenir cette avenue-là du jeu actif chez les jeunes enfants. Je vous fais une brève présentation du regroupement des CPE de la Montérégie. Donc, moi, je suis employée, je travaille au regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie, qui est un organisme, en fait, une association sans but lucratif qui offre une série de services au centre de la petite enfance et aux services de garde en Montérégie. Nous sommes basés à Longueuil. En fait, le regroupement offre une série de services. Oui, il travaille aussi à la défense de la qualité des services éducatifs en petite enfance. Nous avons un programme de formation, donc tout ce qui est développement professionnel des intervenants à la petite enfance. Les formations s'adressent là autant à des gestionnaires qu'à des éducateurs à la petite enfance, à des partenaires. Donc, le développement professionnel en formation continue, c'est vraiment une des missions aussi du regroupement. Vous dire aussi qu'on travaille, on le verra tantôt dans certains dossiers, projets, en étroite collaboration avec les autres regroupements régionaux des CPE du Québec. Vous dire que dans un de nos champs d'expertise, oui, le développement moteur des jeunes enfants, ça fait partie d'une expertise qu'on a développée là, depuis vraiment plusieurs années. Ça se traduit autant dans des outils que dans justement l'accompagnement des intervenants qui travaillent auprès des jeunes enfants, toute la notion de transfert de connaissances puis de l'application aussi concrète dans les milieux de garde éducatif. Donc, ça vous situe au niveau du regroupement. Les saines habitudes de vie, effectivement, que ce soit, c'est partout à travers le Canada, au Québec aussi, c'est un mouvement de société, donc depuis plusieurs années. En fait, il y a eu un plan d'action gouvernemental qui était à la base là, porté par le ministère de la Santé au Québec, qui a travaillé en concertation avec plusieurs autres paliers plusieurs paliers et d'autres ministères, dont celui du ministère de la Famille. Le plan d'action gouvernemental a donné lieu justement à d'autres plans d'action pour chacun des ministères, que ce soit l'éducation au niveau des municipalités et en petite enfance. Nous avons maintenant, depuis 2014, un cadre de référence qui s'appelle Gazelle et Potiron et qui finalement est devenu la base de travail. C'est pas qu'on s'occupait pas des saines habitudes de vie auparavant, mais c'est venu consolider le fait et c'est venu apporter une plus grande mobilisation autour de l'importance des saines habitudes de vie dès la petite enfance. Donc ça, c'était une bonne nouvelle en soi, dans cette idée que, ben oui, les habitudes qui sont prises tôt vont influencer l'enfant tout au long de sa croissance, puis ultimement, oui, qu'il ait un mode de vie actif, oui, dès la petite enfance, puis que ça puisse se conserver pour plus tard. Et de par la mission éducative des services de garde qui doivent soutenir le développement de l'enfant, ben, les saines habitudes de vie apparaissaient même avant Gazelle et Potiron dans le programme éducatif. En fait, les deux référentiels de base avec lesquels on travaille et sur lesquels on s'appuie pour déployer et réfléchir comment on va soutenir les enfants dans le jeu actif, ce sont tout d'abord accueillir la petite enfance, donc le programme éducatif des services de garde qui est commun à tous les services de garde. Peu importe l'approche,
on a ce référentiel de base-là qui finalement doit guider vraiment ce qu'on met en place. Et comme je vous disais, en 2014 est apparu Gazelle et Potiron avec des orientations très, très claires autour de... Là, il y a une petite erreur, là, c'est la mise en place d'environnements favorables aux saines habitudes de vie. Gazelle et Potiron pour vraiment la saine alimentation, jeux actifs et développement moteur. Donc, je corrigerai la chose là, pour l'envoi. Et donc, le Gazelle et Potiron vraiment a 12 orientations bien claires, dont 5 qui portent sur le jeu actif et le développement moteur des enfants. Donc, ces orientations-là devraient guider encore plus les gens dans ce qu'ils mettent en place pour soutenir les enfants dans le jeu actif et le développement moteur. Voilà. Alors là, pour poursuivre notre mise en contexte, j'avais envie qu'on se fasse une tête autour de qu'est-ce que ça veut dire être actif en petite enfance. Brièvement tantôt, Pierre disait, bon, c'est bien sûr, en petite enfance, on a choisi le terme jeu actif. Bien, on ne parlera pas d'activité physique quand on parle des jeunes enfants 0-5 ans. C'est un choix qu'on a fait dans Gazelle et Potiron. On a vraiment décidé pour respecter tout ce qui est rythme de développement de l'enfant et aussi, oui, développement de l'enfant. L'idée ici, c'est pas à cet âge-là de se spécialiser ou de faire des cours d'éducation physique. On est beaucoup plus dans soutenir adéquatement son développement moteur qui, justement, va avoir une incidence sur son jeu actif aussi par le fait même. Donc, vraiment, c'est important de bien situer ça pour la suite des choses. Donc, pour la petite enfance, on parle de jeu actif et aussi ne jamais perdre de vue que l'enfant se développe de façon globale. Fait que, tantôt, je vous parlais du programme éducatif et de Gazelle et Potiron. Donc, il y a toujours une perspective de développement global en même temps que, effectivement, le développement moteur de l'enfant, c'est un pilier de son développement global et ça, c'est, en fait, c'est pas que c'est récent dans la recherche, mais entre autres, la neuroscience et même la pratique nous démontre que l'enfant, il est fondamentalement moteur. Le jeune enfant est fondamentalement moteur, c'est-à-dire qu'il comprend le monde avec son corps. Et ça a une répercussion sur tous les autres aspects de son développement, que ce soit le développement cognitif, le développement affectif, le développement langagier. On peut faire des liens avec tous les autres aspects de son développement. Être actif en petite enfance, c'est, oui, se développer sur le plan, la grande motricité globale, hein, c'est souvent ce qu'on entend, la motricité globale, la motricité fine. Le développement moteur de l'enfant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste deux morceaux. En fait, il y a dans le développement moteur, on peut parler de 3 catégories de mouvements qui sont nécessaires pour qu'il y ait vraiment un développement là qu'on appelle global, optimal. Et c'est une chose que ce soit dans les formations, j'arriverai à ça tantôt, mais que ce soit dans les formations, dans notre réflexion, il ne faut jamais perdre de vue que autant les mouvements non locomoteurs, donc tous les mouvements de stabilisation, d'équilibre et tout ça, les mouvements de locomotion, bien sûr, la grande motricité, les déplacements, mais aussi les mouvements de manipulation font partie du développement moteur. Donc, quand on parle de jeu actif, ça comporte ces 3 catégories de mouvements-là. Je mets ça d'entrée de jeu parce qu'après, on va y revenir, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, au détriment d'être actif et d'être oui, pleinement actif, qu'on oublie aussi toute l'importance des mouvements de manipulation qui font aussi partie du développement des mouvements des enfants. Donc, ça, c'était pour un peu mettre la table de qu'est-ce que c'est être actif en petite enfance. C'est, oui, jouer activement et c'est aussi se développer sur le plan moteur de façon optimale. Il y a d'autres postulats qu'on a placés ici, c'est-à-dire que, en fait, tout le monde s'entend pour dire que les bienfaits du jeu actif, du jeu libre doivent reprendre une place intéressante dans le quotidien de l'enfant parce qu'on a beaucoup structuré nos enfants dans leur vie en collectivité ou même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les enfants ont souvent bien un horaire organisé, même en vie en collectivité, on a fait beaucoup d'activités structurées. Là, il y a comme
un retour du balancier nécessaire, c'est-à-dire pour ramener la place du jeu libre et du jeu actif. Donc, il faut lui redonner une place de choix dans le quotidien de l'enfant. Il y a un autre postulat de base qu'il ne faut pas perdre de vue dans tout ce qu'on va mettre en place pour le soutenir, cet enfant-là, et pour qu'il soit actif, c'est le rôle actif de l'enfant dans son propre développement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bousculer les choses en petite enfance. Chaque étape est importante. Je vous disais tantôt, le mouvement, c'est considéré comme un pilier du développement global. Donc, il faut ça aussi lui redonner une place de choix. Donc, que l'enfant, parce que souvent, en petite enfance, on a dit, bon, quand ils sont petits, à 2 ans, ils bougent beaucoup, à 2-3 ans, ils sont très sensorimoteurs. C'est encore aussi plus complexe que ça. Le mouvement, ça fait partie, même 0-9 ans, les enfants sont très moteurs. Donc, ça veut dire que nos enfants de 4 et 5 ans sont encore très moteurs. Il faut leur offrir un environnement dans lequel ils vont pouvoir exploiter justement leur besoin de bouger, leur envie de bouger et d'aller plus loin dans leur développement de leurs habiletés motrices. Donc, l'enfant est fondamentalement moteur, puis c'est une répercussion, comme je disais, sur le reste. Il faut aussi redonner une place de choix. C'est de ça qu'en fait, on y travaille intensément avec les gens du réseau, les services de garde, avec les intervenants en petite enfance, de redonner une valeur au jeu libre initié par l'enfant. C'est un discours qu'on entend aussi à travers justement toutes sortes d'organisations. On en parle de plus en plus parce que, en fait, le jeu libre permet des choses que le jeu trop structuré ne permettra pas. Entre autres, tout le développement des mouvements intermédiaires chez les enfants, ça se développe en jeu libre, en exploration et tout ça. Donc, c'est important. Le jeu libre a vraiment sa place par rapport au développement moteur et au jeu actif des enfants. Bien sûr, en jeu libre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un adulte qui est attentif à nous, mais on a un adulte qui nous permet d'aller jusqu'au bout de nos mouvements, de notre créativité et même, on y reviendra, de prendre des risques dans notre jeu moteur. Donc, on veut un adulte attentif, mais on ne veut pas un adulte qui freine aussi à tout moment notre besoin de bouger. Donc ça, c'est un sujet d'actualité présentement. J'y reviendrai par la suite. En fait, c'est ça, on est parti de certaines questions. Là, vous les voyez à l'écran. On peut se les poser. Vous les posez peut-être dans votre lieu et dans votre champ professionnel, mais la question qu'on s'est posée ici, est-ce qu'on n'a pas oublié des essentiels dans la vie des jeunes enfants, comme justement l'importance du jeu libre, la présence aussi des éléments naturels dans son environnement. On a beaucoup organisé nos cours extérieurs, on les a aménagés, hein, faut aménager, il faut avoir, bon. Mais est-ce qu'avec tous ces beaux aménagements qu'on a fait, on n'a pas oublié aussi la présence du minéral, du végétal, les éléments naturels? Donc, il y a comme à ce moment un mouvement à dire, OK, il faut des deux, il faut des lieux aménagés, des aires de jeu et tout ça, mais il faut aussi que l'enfant ait accès à du naturel. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas oublié aussi certains essentiels comme l'accès à des imprévus, hein? On n'a pas besoin de toujours organiser le quotidien de l'enfant. Quelque chose de très important sur lequel on va appuyer énormément, c'est l'extérieur, le considérer comme un lieu d'éducation, hein? Donc, l'importance de l'extérieur au regroupement, suite à toute cette réflexion des saines habitudes de vie et appuyée aussi par des recherches et tout ça, on a vraiment constaté que l'enfant, l'endroit où il était le plus actif et le plus engagé activement dans ses jeux, donc par le faire même activement dans ses mouvements, c'est quand il était dehors. Ça, c'est démontré. Donc, à partir de là, nous, on a un parti pris pour le jeu à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la motricité, du développement moteur à l'intérieur, mais comme c'est démontré que c'est à l'extérieur que les enfants jouent le plus intensément, donc, l'extérieur doit être vu vraiment comme un lieu d'éducation. Alors, comment on organise nos lieux, nos parcs, nos cours de service de garde pour que ça devienne un milieu de vie et que l'enfant puisse aller au bout, encore une fois, de ses habiletés. Puis évidemment, la prise de risque, mais j'y reviendrai. On a peut-être oublié, dans un air où on vise parfois le risque zéro, qui bien sûr n'existe pas, on a peut-être oublié ça,
la nécessité pour son développement, le développement de l'enfant, qu'il puisse prendre des risques. Donc, on y reviendra tantôt. Donc, ici, peut-être, pour ne pas redire là, des choses qui ont été dites, mais peut-être, il y a une chose, on a peut-être oublié aussi de valoriser actuellement le plaisir de bouger et la santé au détriment d'un souci pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on a voulu des milieux sécuritaires pour les enfants, ce qui est une bonne chose en soi, mais il faut, en fait, c'est comme si sur une balance, c'était débalancé justement actuellement, mais la sécurité, là, vraiment, là, haut la main, on est très axé là-dessus, on ne veut pas que les enfants se blessent et tout ça, mais par contre, on a oublié de valoriser justement le plaisir que les enfants ont à bouger et aussi la santé, les bonnes répercussions que ça aura sur sa santé actuelle et future aussi. Donc ça, il y a comme, et c'est en fait dans l'énoncé de position de participation qui nous rappelle justement cette chose-là, c'est-à-dire peut-être qu'il faut là, remettre les choses en perspective et de façon un peu plus équilibrée, ramener la valeur du jeu et du plaisir de bouger. Donc, la question se pose, quel environnement on propose aux enfants. Et je vous ai mis ici une petite citation qui, moi, m'inspire beaucoup, qui est en anglais. Je vais donc quand même assez facile à traduire. It's happy talent to know how to play. C'est-à-dire que parfois, j'entends, les enfants, on ne sait plus comment ils jouent. On ne sait plus. On dirait qu'ils ne savent plus jouer, ils ne savent plus. Mais peut-être que c'est parce qu'on les a beaucoup organisés, nos jeunes enfants. C'était bien intentionné. On visait qu'ils se développent et tout ça. C'était pas parti sur des mauvaises bases. Mais ceci dit, on a peut-être oublié encore une fois l'importance du jeu libre dans le quotidien d'un enfant. Et à ce compte-là, donc, le plaisir de jouer, d'apprendre à jouer et tout ça, ça m'amène à faire juste un petit clin d'œil sur le titre du webinaire, auquel moi, j'aurais peut-être mis un petit point d'interrogation, c'est-à-dire apprendre à jouer en petite enfance, point d'interrogation. Je ne sais pas si l'enfant a besoin d'apprendre à jouer en petite enfance. En fait, c'est plutôt, on a besoin de remettre au cœur de la petite enfance, parce que le jeu, c'est naturel chez les enfants, mais on a peut-être besoin de revoir, nous, les adultes qui entourons ces enfants-là, quel environnement on leur offre pour qu'ils jouent naturellement et qu'ils bougent naturellement, puisque ça fait partie de qui ils sont naturellement, les enfants. À cela, j'ajouterais peut-être une expression que vous connaissez probablement de M. Jean Epstein qui nous dit « L'enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend parce qu'il joue. » Donc, le jeu, ça fait partie de l'état d'être un enfant, c'est naturel et il n'apprend pas pour jouer. Il ne joue pas pour apprendre, en fait, le jeu est fondateur de ses apprentissages. Donc, je voulais juste ramener un petit peu le titre là et faire du pouce là-dessus. Donc, dans le fond, apprendre à jouer en petite enfance, la question qui pourrait se poser, c'est justement quel environnement on offre à nos tout-petits pour qu'ils puissent jouer librement et aisément et aller au bout là, de tout ça. Donc, oui, il y a comme actuellement une préoccupation de dire on va remettre le jeu libre au cœur de leur quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de propositions aux enfants ou de leur introduire des choses comme adultes, mais il y a vraiment encore une fois à ce niveau-là un retour du balancier à faire. Comme je vous disais tantôt, pourquoi c'est nécessaire de se pencher là-dessus? C'est parce que dans le jeu actif, et que si vous avez des enfants autour de vous, si vous travaillez auprès des enfants, quand on a la chance de les observer dans du jeu qu'ils ont eux-mêmes initié, c'est les jeux dans lesquels ils s'engagent le plus à plein de niveaux, mais entre autres sur le plan physique, sur le plan moteur. Le jeu libre, le jeu actif, qui tient compte nécessairement des intérêts des enfants puis des habiletés émergentes, en fait, c'est ce qui est très bénéfique pour lui. Quand on parle d'habiletés émergentes, en fait, ce qu'on entend par là, c'est ce que l'enfant commence à faire. Ça veut dire qu'à partir du moment où on le laisse, où on lui offre des occasions de jeu libre, où on est dans un quotidien où il peut vraiment décider de comment il fait, avec quoi, avec qui, qu'est-ce qu'il veut utiliser dans ses jeux, qu'est-ce qu'il veut explorer. Quand
on lui offre cet environnement-là avec, oui, du matériel stimulant, avec du temps aussi, du temps pour qu'il puisse s'engager dans ces jeux, bien, on est capable d'observer toutes les habiletés que les enfants commencent à faire puis qu'ils sont en train d'exercer et d'explorer, mais d'exercer aussi. Un enfant, un jeune enfant, a besoin de faire et de refaire et de refaire et dans plusieurs contextes. Alors, quand on parle d'habiletés émergentes, on parle de justement toutes ces petites choses que l'enfant commence à faire et qui a besoin d'exercer à maintes reprises pour que l'habileté soit vraiment intégrée. Entre autres sur le plan moteur. Et le jeu libre, pourquoi on en parle autant aussi? C'est que ça permet à l'enfant d'acquérir toutes les habiletés motrices rudimentaires, hein, les premières habiletés, se lever debout, s'asseoir, reprendre dans la main, donc toutes les premières habiletés motrices du bébé, qui sont les habiletés rudimentaires, puis toutes les habiletés fondamentales, courir, frapper un ballon, se suspendre, toutes ces habiletés motrices-là très importantes, ben, ça s'apprend dans le jeu libre aussi, ça s'exerce dans le jeu libre. C'est sûr qu'on peut proposer des activités aux enfants, mais si on les observe bien, les enfants, quand ils retourneront en jeu libre, on va voir qu'ils vont continuer d'affiner ces habiletés-là. Et quand on parle de développement moteur des enfants, le mouvement se décortique en 3 phases aussi, c'est-à-dire une phase initiale, donc l'habileté émergente dont je vous parlais, c'est-à-dire que l'enfant commence à faire quelque chose, prenons par exemple, se suspendre. Un enfant qui, au début, se suspend, n'a peut-être pas toute la force musculaire encore, mais il y a un intérêt pour se suspendre. Il arrive un temps dans la vie de l'enfant où il veut se suspendre après tout. Hein? Donc, ça, c'est une habileté émergente. S'il veut se suspendre après tout, c'est qu'il y a un besoin développemental de se suspendre. Donc là, on est quand l'enfant commence à faire ça, puis qu'il n'est pas encore super habile, il est à la phase du mouvement là, initial qu'on appelle. C'est sûr que ce mouvement-là va s'affiner, puis on va arriver à une phase finale où l'enfant maîtrise le mouvement. Mais entre les deux, il y a les mouvements intermédiaires, et ces mouvements intermédiaires-là, c'est le moment où l'enfant va affiner, où il va vraiment essayer, réessayer, où est-ce qu'il va, se donner des petits défis. Donc, tous ces mouvements intermédiaires-là, je pense entre autres à se suspendre. Je vous ramène cet exemple-là. Avant que l'enfant soit capable je ne sais pas moi, les barreaux d'un module, de partir du début à la fin, il y a tout un champ d'exploration. Il va faire 2 barreaux, il va faire 3 barreaux. Éventuellement, il va devenir plus à l'aise, il va les faire au complet. Éventuellement, il va devenir plus à l'aise, il va se donner des défis, ils vont sauter un barreau, passer intercaler les choses. Donc, vous voyez, toute la période du mouvement intermédiaire, ça se développe, ça s'explore en jeu libre. Et ça appartient à l'enfant. Donc, encore une fois, une autre bonne raison de donner toute la valeur nécessaire au jeu libre. Donc, toute cette question d'exploration et d'affiner les mouvements, c'est souvent en mouvement intermédiaire, comme je pourrais prendre le bébé qu'on place sur le dos. Hein, pour qu'il puisse commencer à explorer, mais avant qu'il puisse être capable lui-même de se tourner sur le ventre à son temps à lui, à son moment à lui, mais les mouvements intermédiaires, si vous observez un bébé, il va il va amener sa petite jambe, il va revenir, il va avoir tout un jeu d'équilibre avec lequel il va travailler avec ses mains, avec ses pieds, avec ses orteils, un mouvement du bassin, mais ce mouvement intermédiaire-là qui dure quelques temps est très, très, très important pour le moment où il va finalement avoir la capacité de se tourner sur le ventre de lui-même et de revenir sur le dos de lui-même. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que les bébés, on ne devrait jamais les mettre dans des positions qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes parce que, premièrement, parce que il serait mal pris si on le mettait dans une position où il ne peut pas revenir et se déprendre, si on peut dire ça comme ça. Mais aussi, c'est qu'on le priverait de tous ces mouvements intermédiaires-là qui sont très importants et qui viennent consolider son intelligence motrice, si on peut dire ça comme ça. Donc, les mouvements intermédiaires, quelque chose de très important et qui se vivent justement dans l'exploration et le jeu libre.
En fait, je vais aller assez rapidement, c'est-à-dire sur cette diapo-là, mais c'était quand même pour amener le fait que celles qui travaillent auprès des enfants et ceux qui travaillent auprès des jeunes enfants, que ce soit en équipe et tout ça, réfléchissent justement et doivent développer tout un argumentaire actuellement pour en discuter avec les parents, avec les autres intervenants, sur en quoi le jeu libre c'est essentiel pour l'enfant, puis d'être capable de l'expliquer pour que justement le jeu libre redevienne quelque chose de positif et pas penser que l'enfant ne fait rien non plus. Et aussi, il y a toute une question et je reviendrai au rôle de l'adulte dans le jeu libre, c'est pas que l'adulte ne fait rien non plus, c'est-à-dire que dans nos milieux éducatifs, il y a toujours la notion de soutenir le développement des enfants, donc les éducatrices et les éducateurs ont un rôle aussi important en jeu libre. Ils doivent observer l'enfant, où il est rendu, lui faire des propositions, enrichir l'environnement, donc le jeu libre n'implique pas une non-intervention de l'adulte, bien au contraire. On y reviendra un petit peu plus tard tantôt. Donc, ça, c'est des choses que j'ai peut-être déjà soulignées. Oui. Vous dire aussi, pour aujourd'hui, on ne le fera pas, je vous ai mis quand même une petite... pour poursuivre la réflexion par la suite, une petite référence de Madame Agnès Santo-Feder, qui est elle a un grand champ d'expertise en psychomotricité et en développement de l'enfant. Et vous verrez, c'est une petite vidéo de 7 minutes, mais qui explique bien en quoi en fait, la motricité, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Elle le dit vraiment d'une façon merveilleuse, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'enseigner la motricité aux enfants. Par contre, on a besoin de bien les accompagner pour qu'ils puissent bien vivre leur motricité. Donc, c'est très intéressant. Elle parle tout aussi de l'importance du pied nu chez l'enfant. Donc, je voulais vous pointer ça comme peut-être référence ultérieure là, c'est intéressant de pouvoir y revenir à ces propos. Vous dire aussi qu'il y a tout et ça aussi c'est démontré, c'est-à-dire que le développement moteur, ça a vraiment une incidence positive sur la réussite éducative et la persévérance scolaire. Et en petite enfance, oui, on ne parlera pas d'activité physique, mais tout ce comment on va permettre à l'enfant de développer son intelligence motrice, ses habiletés motrices, va avoir aussi une incidence. Un enfant qui aura assez bougé en petite enfance, sera disponible et disposé pour les apprentissages académiques le moment venu. On pourrait même parler, mais ce n'est pas l'objet de notre journée aujourd'hui, de notre rencontre aujourd'hui, mais même à l'école, on doit se pencher sur l'aspect du besoin de bouger des enfants. Mais quand on parle de la petite enfance, justement, il ne faut pas penser que les enfants, bon, vite, il faut les préparer à l'école à 4-5 ans. Parfois, on entend ce discours il faut qu'ils soient prêts pour l'école. Mais être prêt pour l'école, c'est vraiment d'avoir aussi développer toutes nos habiletés motrices fondamentales et donc ça fait partie d'être prêt pour l'école. Il ne faut pas le perdre de vue non plus. Il ne faut pas tenter de les scolariser trop vite. Il faut qu'ils comprennent le monde avec le corps, nos jeunes enfants. Donc, voilà, le jeu extérieur, j'en ai glissé un mot tantôt, il faudrait le voir. En fait, ce qu'on fait avec nos gens en petite enfance, c'est de dire vos environnements extérieurs, vos cours extérieurs, ça serait intéressant que ce soit vu comme un lieu d'éducation, le prolongement du programme qui est instauré dans le CPE, dans le service de garde. C'est un lieu d'éducation. L'enfant devrait être en milieu de vie à l'extérieur et non pas juste une récréation, c'est-à-dire que l'environnement extérieur devrait être aménagé ou enrichi pour que l'enfant puisse justement développer tous ses mouvements, entre autres, ou son développement global. Je vous pointe ici aussi une autre ressource que vous pourrez aller écouter et entendre, un monsieur qu'on a découvert ici en Montérégie, c'est un monsieur Louis Espinassou, qui est un éducateur nature et qui nous amène toute l'importance de l'extérieur. Hein. Il nous dit, mettez-les dehors, ces enfants-là. Puis même au Québec, on nous dit, les enfants sont à déficit nature. Donc, il y a tout des propos très percutants et très importants sur le fait il faut les mettre dehors, ces enfants-là. Il faut qu'ils puissent aller jouer dehors, parce que dehors, c'est le réel.
Et je vous ai aussi pointé ici une vidéo qui dure peut-être 7-8 minutes, encore des propos très éloquents, dans lequel il nous explique que dans le fond, apprendre, c'est pour un jeune enfant, c'est apprendre avec son corps. Et lui, il dit, en fait, l'enfant a besoin d'agir activement sur les choses, de vivre les choses avec son corps pour comprendre, donc prendre avec son corps, parce que l'apprentissage pour un jeune enfant, ça passe par les mouvements et les gestes. L'enfant, lui, va comprendre le monde, il va comprendre les choses en faisant. Donc, il dit, l'enfant construit sa compréhension du monde en gestes et en mouvement. Donc, c'est vraiment intéressant. Il vient bien appuyer aussi le courant actuel de la neuroscience, hein, la science du cerveau, qui est en train de faire des liens vraiment très, très forts entre l'importance, justement, d'apprendre en bougeant et pas d'une façon statique, et en petite enfance, c'est encore plus vrai. Donc, la neuroscience nous apprend que dans le cerveau, on a un centre de locomotion qui, finalement, les apprentissages passent par là automatiquement avant qu'on soit capable là, que ce soit trop cérébral. Et M. Spinassou l'explique très bien en disant, apprendre, c'est stocker des choses dans le cerveau, mais comprendre le monde, c'est le vivre avec son corps. Et en fait, c'est vrai, il y a toujours un aller-retour entre l'esprit et le corps chez l'enfant. Donc, quelque chose de très, très, très percutant et important, donc à tenir en compte dans, encore une fois, ce qu'on propose aux enfants, de ne pas oublier ça en cours de route. Donc, l'extérieur, il offre plein de choses à l'enfant. J'ai quand même ouvert beaucoup la parenthèse là-dessus. Je vais un petit peu procéder au reste, mais quand même, ne pas oublier que l'extérieur, ça offre des possibilités de défis à l'enfant. Vous voyez quelque chose de complètement naturel sur la photo. On a une enfant qui est dans un champ de citrouilles et qui est en train d'explorer, d'exercer son équilibre. On n'est pas dans de l'équipement tout fait, mais ça fait le même travail. C'était un moment savoureux là, pour la petite histoire de cette photo-là. C'est un jeu qui a duré très longtemps et l'enfant se donne elle-même des défis. En fait, elles étaient deux et elles se donnaient des défis, prendre les citrouilles. Mais ici, c'était comme un parcours naturel, en fait. Dehors aussi, c'est tout, ça soutient, ça leur permet aussi de concrétiser leurs idées, les enfants. Fait qu'on voit que ça offre vraiment, vraiment plein de situations. Ça va aller travailler aussi tout le perceptivo-moteur, c'est-à-dire ce que l'enfant perçoit par ses sens, l'information venue de l'environnement qui l'amène aussi à répondre adéquatement sur le plan physique. Donc, vraiment, c'est riche, l'extérieur. Ce qui amène aussi à parler de la prise de risque, la nécessaire prise de risque pour les enfants. Donc, le jeu à l'extérieur, le jeu libre, le jeu aventureux. Hein, on peut parler aussi de jeu aventureux, en fait. Qu'est-ce que ça permet, cette notion de prise de risque-là? Ça permet une liberté de mouvement chez l'enfant et quelque chose de très important au niveau de la nécessité de la prise de risque par les enfants, même les jeunes enfants, c'est toute la notion de développer la capacité d'autoprotection. Donc, des enfants à qui on permet et on laisse et avec qui on est à l'aise qu'ils puissent prendre des risques. Ce que ça fait chez l'enfant, et ça, c'est une compétence très importante à développer, c'est la compétence d'autoprotection, d'être capable de développer sa prudence, sa prudence. Quand vous observez un enfant qui essaie, même un jeune enfant, soit de descendre un escalier, de grimper, il va mesurer les choses, il va observer les choses, il va avec son corps, il va mesurer avec sa petite jambe, cet enfant-là qui fait ça est en train de développer son autoprotection, sa capacité à la prudence. La prudence, ça ne se développe pas tout à coup quand on a 10 ans, 8 ans, ça se développe tout au fil de nos expériences motrices. Donc, l'importance de prendre des risques, c'est majeur parce que si on ne veut plus que les enfants prennent des risques au nom de la sécurité, on est en train
cette fois-ci aussi, de les priver d'une compétence très importante qui est l'autoprotection. Et finalement, on oublie peut-être avec cette préoccupation-là du risque zéro blessure que la sécurité, hein, la sécurité, ça se développe aussi dans une liberté d'action. Donc, on a juste à référer, oui, à notre propre enfance. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on développe de la sécurité dans cette liberté d'action. On a développé de la sécurité dans cette liberté d'action-là. Et je vous la pose la question, quelle est la différence entre un danger ou un risque et un risque? Est-ce que quelqu'un pourrait se lance et explique la différence entre un danger ou un risque et un risque? Est-ce qu'on a des gens qui se lancent dans la réponse? J'ai pas de réponse pour l'instant. On va encore attendre quelques secondes. Oui. Donc, je peux peut-être... Donc, j'ai une réponse ici Oui? de Alessandro Battisti. Un risque, c'est une probabilité. Ah, intéressant. Intéressant. En fait, dans le jeu de l'enfant, dans la perspective du jeu de l'enfant, donc ça, c'est un élément intéressant de réponse, c'est-à-dire un danger, ce qu'on dit, c'est que c'est quelque chose que l'enfant ne voit pas, qu'il ne peut pas identifier lui-même ou évaluer la possibilité d'accident. Donc, un danger, c'est l'adulte qui doit être en action et dire est-ce que c'est un environnement sécuritaire et tout ça. Un risque, ça appartient justement à l'enfant. En fait, c'est lui qui va décider s'il prend le risque ou pas. On parle un peu d'une délicieuse incertitude, c'est-à-dire, tu sais, le moment où l'enfant dit est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais le faire, est-ce que je me risque. Donc, le risque, ça appartient à l'enfant et c'est un choix qu'il fait de prendre un risque ou non. C'est sûr que prendre un risque, il y a une probabilité, effectivement, qu'il y ait un petit ouch, mais on n'est pas dans un environnement dangereux. On est dans un environnement où il y a un risque, peut-être de tomber, peut-être un petit risque de blessure. Par contre, le choix appartient à l'enfant. Un enfant qui sera dans un environnement dans lequel on lui fait confiance va être très, j'ai envie de vous dire, très en confiance de prendre des risques, sachant qu'on ne va pas être au devant ou on ne va pas l'arrêter à chaque instant. Donc, vraiment, le danger, c'est quelque chose qu'il ne voit pas. Le risque, c'est quelque chose que l'enfant peut décider de prendre ou non. Voilà. C'est aussi Donc, ce que Maude Gingras a répondu. Le risque est un défi que l'enfant voit et qu'il décide ou non d'affronter. excellent. Donc, c'est ça. Ça appartient à l'enfant. Et parfois, de faire cette distinction-là comme adulte, en fait, il faut, comme adulte, se parler, hein, en équipe, seul, comme parent, comme éducateur, mais un petit peu être capable de parfois maîtriser nos propres peurs à nous, de les identifier pour pouvoir faire un pas de recul et favoriser, ben, c'est pas le mot, c'est pas favoriser la prise de risque. En fait, c'est de favoriser le jeu libre qui implique parfois de la prise de risque chez les enfants. Donc, c'est des nuances intéressantes à discuter en équipe, mais c'est sûr qu'il y a une question d'un travail sur soi à faire, puisque le risque appartient à l'enfant. Donc, vous allez voir, en fait, quand on côtoie, hein, on se dit souvent que c'est dangereux, mais maintenant, c'est intéressant parce que suite à nos formations, à l'accompagnement et tout ça, il y a des éducatrices qui disent ah non, est-ce que c'est un risque ou un danger? Attends, là. Donc, il faut aussi changer notre vocabulaire. On a tendance à dire c'est dangereux, attention, c'est dangereux, mais c'est pas dangereux. C'est qu'il y a une possibilité un risque que l'enfant peut prendre ou pas. Fait que même dans notre langage, il faut parfois travailler là-dessus. Donc, ici, je déroule assez rapidement, je vois le temps qui file, mais on a vraiment de belles images, hein, des images, ça vaut mille mots, mais des habiletés qui s'exercent ici de façon spontanée, dans le jeu libre, des jeux qui s'organisent. Ici, on voit des enfants qui ont probablement instauré leurs propres règles hein, pour que ça fonctionne bien, ce jeu-là. Donc, toute cette idée de faire confiance aux enfants aussi dans un environnement stimulant, on voit ici des habiletés qui s'exercent à plein. Donc voilà, il y a de l'équilibre, de la force musculaire ici, de la créativité. Évidemment, en toute saison, on ne le dira jamais assez, le jeu actif est dehors en toute saison. Donc, des images inspirantes.
je vais un petit peu vite là parce que je vois le temps qui file, mais vous voyez toute ça c'est du travail et c'est du jeu actif. Et oui, parfois dans le jeu actif, il y a de l'intensité plus élevée, des jeux de grande énergie. Après, on revient à des jeux de moins grande énergie. L'enfant est capable de s'auto-réguler là-dedans, mais encore faut-il qu'il y ait un environnement qui lui permette d'aller dans toutes ces intensités-là. Donc voilà, le réel, l'imaginaire, les sens. Donc le jeu extérieur là, nous amène vraiment dans toutes sortes de zones pour l'enfant, les éléments naturels dont on parlait tantôt, qui permet aussi beaucoup d'affiner nos mouvements et qui permet beaucoup de possibilités aux enfants. Un petit mot rapide, je vous disais tantôt, le rôle de l'adulte, ce n'est pas finalement de toujours animer les enfants, mais c'est quand même d'avoir un regard attentionné, bienveillant et aussi d'offrir des possibilités et faire des propositions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus jamais d'activités avec les enfants, mais plus on les connaît, plus on connaît leurs intérêts, plus on propose et on enrichit l'environnement. Et parfois, c'est par des questions, on lui propose des petits défis. Si tu faisais ça comme ça, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais le faire comme ça? Tu pourrais peut-être faire ça comme ça. Donc, des défis, ça peut aussi s'offrir à l'enfant. Ici, on a une autre citation que je trouve assez inspirante. Faites attention à ce que vous enseignez à l'enfant, ça pourrait faire interférence avec ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc ça, une phrase tellement inspirante, c'est-à-dire faisons attention de ne pas trop intervenir tout le temps, mais plaçons-nous plus en observateur de ces enfants-là qui bougent naturellement, puis on va être capable de leur proposer des environnements riches et on va même découvrir de belles compétences et de belles habiletés émergentes. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà dites par rapport au rôle de l'adulte, donc ce rôle d'accompagnement, je pense qu'on l'a bien placé aujourd'hui. C'est sûr qu'on pourrait développer encore plus, mais cette idée que le rôle d'adulte, c'est de réfléchir, d'enrichir l'environnement de l'enfant, de l'observer, d'accueillir ses initiatives et surtout de nourrir son plaisir d'apprendre. Je vais aller dans les initiatives du regroupement pour tout appuyer de ça suite à notre cadre de référence qui a paru. On a parti dans un projet, une belle aventure qui s'appelle Bouger, c'est naturel, qui démarre à partir d'un livre, bien sûr, mais qui finalement est devenu une formation, des projets pour soutenir les milieux. Et dans Bouger, c'est naturel, on part vraiment, le développement moteur, on le voit sous l'angle du mouvement, c'est-à-dire tous les mouvements naturels qui vont apparaître chez les enfants quand on leur offre un environnement vraiment intéressant, justement. Donc, Bouger, c'est naturel. Oups, je recule là. Donc, c'est un livre, c'est un feuillet d'information pour les parents. C'est une formation de 12 heures qui est très porteuse pour nos milieux, c'est-à-dire que c'est 2 jours non consécutifs où on voit vraiment le continuum. Donc, on parle de littératie aujourd'hui dans cette idée du continuum. Ben, Bouger, c'est naturel, c'est l'idée du continuum du mouvement. On n'est pas parti dans l'idée à 2 ans, l'enfant fait ça, à 3 ans, l'enfant fait ça. On est parti dans une idée de continuum. Les mouvements émergent naturellement. S'ils n'émergent pas naturellement, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait interférence à ça? On n'est pas parti aussi du postulat qu'il faut faire bouger les enfants, mais bien de si ces mouvements naturels-là n'apparaissent pas, puis on les voit dans la formation, on vient affiner nos connaissances au niveau du mouvement de l'enfant. Si ces mouvements-là, tout au long de la petite enfance, n'apparaissent pas, ou certains, pas tous, certains n'apparaissent pas. Je donne l'exemple, se suspendre, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour que les enfants se suspendent et explorent ce mouvement-là? Donc, on prend mouvement par mouvement, puis on regarde notre environnement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement, ou parfois c'est l'environnement humain qui fait entrave, c'est-à-dire avec toutes nos règles et notre préoccupation pour la sécurité. Donc, ça peut être aussi l'environnement humain qu'on regarde. Donc, voilà. Vous parlez de ce projet qui est issu justement de Bouger, c'est naturel, un projet en fait, qui est financé par la Fondation Lawson et qui nous permet de travailler avec 6 CPE, vous les avez ici, 6 CPE, et ultimement, qu'est-ce que c'est l'objectif de ça? C'est de soutenir les milieux dans l'aménagement ou le réaménagement de leur cours extérieur pour finalement favoriser le jeu libre et le plein développement moteur des enfants ou le plein développement global. Donc, c'est des projets on a choisi vraiment, il y avait un appel d'offres, si on peut dire, et ces CPE-là ont des réalités complètement différentes. Vous voyez, on a des gens ici à
Montérégie, il y a des gens sur la Côte-Nord, à Trois-Rivières. Donc, c'est un projet vraiment interrégion et on soutient ces milieux-là avec la formation, de l'accompagnement pour qu'ils puissent aller bonifier, enrichir leur cours. On a un CPE que la cour est tout à faire, donc c'est un projet très intéressant. On en a d'autres, c'est déjà installé. Qu'est-ce qu'on va peaufiner? Qu'est-ce qu'on va enrichir? Donc, vraiment des projets très concrets, très porteurs au bénéfice du jeu des enfants. Donc, vous aurez accès probablement, je crois, au PowerPoint. Donc, vous aurez toutes les informations parce que je vous le dis, j'ai un souci du temps tout à coup. Présentement, où on en est rendu avec ce projet-là actuellement, on est rendu vraiment à l'étape d'aménager un espace de jeu pour tous, c'est-à-dire chacun de ces CPE-là que je viens de vous nommer a un comité en place, une équipe de mise en œuvre pour travailler à l'aménagement de la cour. Et suite à un atelier de 6 heures, ces CPE-là, ces équipes-là feront des choix, vont prioriser. Il faudra évidemment toujours la recherche de financement pour pouvoir travailler et enrichir la cour. Donc, vous avez vraiment ici le détail de ce que c'est cet atelier-là. Et l'idée dans une cour extérieure, c'est de travailler par zone de jeu pour que tous les jeux puissent se traduire. Voilà. Donc, ça vous dit rapidement, on a travaillé dans le cadre de ce projet-là avec un outil que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment un outil autoportant, c'est-à-dire qu'un milieu peut évaluer son environnement extérieur à partir de critères de qualité, autant au niveau de l'environnement physique que du rôle de l'éducatrice dans leur milieu. Donc, c'est un outil, somme toute, très, je dirais pas facile, et ça demande d'observer, mais qui est très, très facilement utilisable, oui, mais qui a une grande qualité pour évaluer la cour sur l'aspect ludique et pédagogique. Vous dire aussi qu'on a le même pendant avec le volet familial. Au Québec, il y a des RSG, des responsables de services de garde en milieu familial. C'est sûr qu'elles n'aménagent pas leur cours comme un CPE ou un service de garde en collectivité, mais il y a une formation qui est prévue pour eux. On débute ça dès la semaine prochaine avec les équipes des bureaux coordonnateurs qui coordonnent la garde en milieu familial pour qu'elles puissent soutenir les RSG à enrichir leur cours extérieur et encore une fois à partir d'indicateurs. Puis toute la notion de matériaux libres. Il y a des bijoux dans les matériaux libres pour le développement moteur des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours aussi et qui aura assurément une grande portée. Je vous pointe aussi un projet qui est plus provincial, bien sûr, mais auquel le regroupement a contribué. Ma collègue Sylvie Mesbah, une expertise en aire de jeu, développement moteur et tout ça, est contribué avec toute une équipe au projet Espace. Donc ça aussi, c'est une autre référence qui est intéressante et pour votre information, il y a plein de fiches pratiques que vous pouvez aller télécharger sur les sujets dont on vient de parler, la valeur du jeu libre, maîtriser sa propre peur, on va préciser ce que c'est le développement perceptivo-moteur. Donc ça, ce sont tous des outils qui ont une belle portée quand on s'y penche. Nos gens les utilisent et ça nous amène à des changements de pratique dans notre milieu. Donc, vraiment des outils intéressants. Les cartes postales qui sont aussi quelque chose de très gagnant dans notre région. Donc, avec Actif pour la vie, on travaille, c'est pour rejoindre en fait les parents. On a la distribution de ces cartes postales-là de façon gratuite avec un petit texte intéressant derrière qui amène toute l'importance de bouger. Nos gens attendent la prochaine. Le rituel est créé, donc à l'automne, nous aurons une nouvelle mouture de cette carte-là et ils sont distribués auprès des parents et donc c'est une façon de rejoindre les parents avec l'importance pour les jeunes enfants de bouger. Vous allez retrouver sur notre site Internet aussi une conférence qu'on avait faite qui s'adressait aux conseillères pédagogiques des services de garde sur la littératie physique. Donc, on appuie beaucoup là, le concept de littératie physique, comment ça se traduit en petite enfance. Donc, c'est une conférence qui est disponible et que les gens se servent pour leur milieu aussi.
Donc là, je vais un peu en rafale, bien sûr. On a une infolettre dans laquelle on a même une chronique qui s'appelle 1001 environnements favorables pour l'enfant, dans laquelle on va parler autant des saines habitudes alimentaires que des scènes du jeu moteur, jeu actif. Donc, on nourrit à chaque infolette qui est publiée aux 2 semaines avec des références, des questionnements, des outils pour nos gens. En fait, l'infolette, elle est au grand public, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Là. Donc, il y a tout c'est aussi un autre canal de communication avec nos gens. Et je vous ai mis des références à la fin sur lesquelles on s'appuie. Il y en a plein d'autres. Je vous ai mis en fait quelques-unes. Donc voilà. Je vous remercie. Je sais que c'est allé un petit peu plus en rafale à la fin au niveau des initiatives. Vous n'hésitez pas, on demeure toujours disponible si vous voulez en savoir plus sur la portée et les constats et les retombées de ces projets. Mais il y a un beau mouvement actuellement là, pour travailler en petite enfance pour nourrir le développement du jeu actif. Un grand merci, Christine, c'était très intéressant. Est-ce que nous avons des questions? Je vais laisser quelques secondes pour vous laisser écrire vos questions si vous en avez. Stéphanie Martin qui dit « Très intéressant, merci beaucoup ». Ok, parfait. Il semblerait que nous n'ayons pas de questions. Merci encore, Christine. Nous allons essayer maintenant de présenter la partie de Pierre Guénard. Je vais lui donner la parole. Pierre, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Kim. Oui, donc on va passer à la présentation. Parfait. Alors, merci beaucoup Christine. C'était très enrichissant. Donc, c'est ça, juste des petites choses, dans le fond, pour faire un petit retour. Donc, souvenez-vous de votre propre enfance. Qu'est-ce qui est important, dans le fond, quand vous étiez jeune? Tu sais, c'est ça, Christine a mentionné tous ces points-là. Tu sais, l'exploration, c'est grimper, bon, c'est grassiner des genoux, tomber, mais surtout, c'est apprendre, grandir, développer euh, avec de innombrables apprentissages non structurés. Hmm. Puis, comme tu parlais tantôt de risques, puis euh, dans le fond, c'est tester ses limites aussi, là, vérifier, bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis l'enfant va tomber, il va se relever, mais ensuite, ben, il va continuer. On a parlé aussi au niveau Christine a parlé là, du cerveau. Donc, c'est des choses que, dans le fond, tous les intervenants, tous les gens qui sont là autour des enfants et qui mettent des choses en application pour les enfants devraient savoir à propos des 5 premières années. Même dans une diapo, Christine parlait là, des 9 premières années. Donc, les éducateurs, les parents, les décideurs, parce que les décideurs, souvent, ils vont aménager un parc de quartier en n'ayant aucune connaissance de la petite enfance ou en ne s'inspirant pas des recommandations possibles qu'ils pourraient avoir avec de la consultation, dans le fond, auprès de certains spécialistes en petite enfance. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que l'enfant, dans ses 5 ou 9 premières années, va se développer au niveau social, émotionnel, au niveau du langage, au niveau aussi des apprentissages, mais surtout au niveau du mouvement. Puis, qu'est-ce qui arrive au cerveau d'un enfant? Mais c'est que à la naissance, il n'y a presque pas de connexions nerveuses qui ont été établies. À 6 ans, il y en a une multitude. C'est des milliards de connexions là, qu'il y a dans le cerveau. Et ensuite, l'enfant, en ayant vécu toutes ces expériences-là qui vont faire des nouvelles connexions, ensuite, l'enfant, le long de son processus, va se spécialiser. Donc, les connexions vont, vont dans le fond
devenir spécialisé. L'adolescent va se spécialiser dans certains domaines en éliminant certaines connexions nerveuses, mais aussi en améliorant d'autres et en devenant plus spécifique dans certains domaines et certains champs de connaissances. Puis au niveau des habiletés motrices fondamentales, tantôt que Christine parlait, ça ici c'est un petit graphique qui parle des périodes dans le fond qui sont plus optimales au niveau du développement. Donc tout ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle là, des périodes optimales d'apprentissage. C'est que si on essaie d'apprendre ces choses-là trop tôt, l'enfant n'aura pas les capacités de le faire. Peut le faire difficilement, peut le faire des fois en tenant, exemple, sauter. On peut prendre sa main puis l'aider à sauter, mais l'enfant tout seul, à certaines phases, ne sera pas capable de le faire par lui-même. Donc, il faut l'aider. Puis ensuite, si l'enfant apprend, exemple, à sauter vers 5, 6, 7 ans, ben ça va bien. Mais si il ne l'a pas appris à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, mais ça va être plus difficile de l'apprendre. L'enfant peut quand même l'apprendre, sauf qu'il a passé la fenêtre d'opportunité pour l'apprendre plus facilement. Christine, tantôt, nous parlait d'une belle initiative qu'il y a eu au Québec là, avec Gazelle et Potiron. Au Manitoba aussi, il y a un programme qui est semblable, qui s'appelle Enfants en mouvement. Donc, le lien est là si vous voulez vous y référer. Bienvenue à vous d'y aller. Et tout est disponible en français aussi. Quand on parle du matériel adapté à la taille des enfants, c'est que tout le monde a à la maison des ballons de soccer, des raquettes de tennis ou des choses comme ça. Mais d'avoir une raquette de tennis adaptée à la taille de l'enfant. Ici, on voit la petite fille qui a une mini raquette. Elle a plein de balles, c'est correct parce qu'il faut donner amplement de matériel aux enfants pour leur permettre de s'amuser. Puis là, ici, on parle pas de tennis en comptant les points, comptant les lignes et tout ça. Non, on parle juste de prendre un matériel qui est une raquette et une balle puis permettre à l'enfant d'explorer avec. Donc, vraiment, laisser le matériel à la disposition des enfants et explorer. Le tennisman qu'on voit là, c'est Roger Federer. Pensez-vous que Roger Federer aurait gagné autant de tournois du Grand Chelem avec une raquette de cette taille? Probablement pas. Donc, c'est la même chose avec un enfant. Un enfant qui joue avec une raquette d'adulte, ce n'est pas adapté, c'est trop gros, puis on risque de le décourager dans sa pratique sportive d'activité physique avec du matériel qui est non adapté. Même chose avec les ballons de soccer. On voit les ballons de soccer ici, grandeur 2, 3, 4, 5. Donc, grandeur 5, c'est grandeur adulte. Les tout petits devraient jouer avec un 2 ou un 3. Puis, dans le fond, ça met un terme à notre présentation. Donc, les partenaires du webinaire de Vive l'activité physique, il y a Sport pour la vie, Participation, l'Agence de santé publique du Canada et aujourd'hui, Christine avec le RCPEM. Donc, j'aimerais ça vous remercier. Puis, je vais laisser le mot de la fin à Kim. Oui, donc est-ce que nous avons d'autres questions avant de clore le webinaire? Donc, parfait. Il semblerait que nous n'ayons pas de questions. Donc, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Christine. C'était très intéressant. L'enregistrement du webinaire va vous être envoyé au début de la semaine prochaine avec les présentations PDF des PowerPoint. Nous allons aussi vous envoyer des ressources qui pourraient vous être utiles. Je vous remercie d'avoir participé. Nous sommes encore une fois désolés des problèmes techniques au début de la présentation. Et le prochain webinaire va avoir lieu en septembre et
à faire changer les choses. La date exacte n'est pas encore disponible, mais il est déjà possible de s'inscrire et sur notre site internet littéraciephysique.ca et vous recevrez la date exacte au courant de l'été. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée.